et puis on vous redonnera quelques consignes. Et je laisse peut-être Suzy et Françoise prendre le relais. Merci. Bonjour et bienvenue à Brest, pour celles et ceux qui ne sont pas de Brest. Alors, quelques petites infos techniques. Déjà, vous dire que au nom du LabLex, alors le LabERS, c'est le laboratoire de sociologie de Brest, du LabLex, qui est le laboratoire de droit de Brest, et puis de Cap Droit et la communauté mixte de recherche. On est heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette journée intitulée alors la place des familles et des proches dans l'exercice des droits humains des personnes vulnérabilisées par la vieillesse, la maladie et le handicap. Donc on est sur un jour et demi. On va aujourd'hui vous accueillir donc sur 3 temps. Un premier temps, je vais reprendre, qui va durer de 14h à 15h15. Et puis, on aura une courte pause juste pour faire les répartitions en ateliers, puisqu'on va avoir 2 ateliers en parallèle. Donc, c'est à vous. Vous pouvez regarder le programme. Il faut choisir entre l'atelier 2A et l'atelier 2B. Le premier, c'est sur les voix des personnes et des parents en collectif. Et puis le deuxième sur l'autonomie de vie en pratique et les interdépendances. Donc, à vous de choisir. Si vous choisissez le 2B, ça sera ici. Si vous choisissez le 2A, il faudra se déplacer juste dans une salle qui est un peu derrière. Voilà. Et puis ensuite, on aura une pause d'une demi-heure lors de laquelle on vous invitera un thé, un café et puis quelques gourmandises. Et puis, on se retrouvera ensuite pour une session en plénière ici d'1 heure. Voilà, et donc on a prévu de terminer la journée à 18h. On va essayer de tenir les temps. Voilà. Peut-être que je passe, on enchaîne direct. C'est bien. Comment il y a des toilettes en sortant juste là pour les questions techniques. Et puis, n'hésitez pas à nous interpeller s'il y a quelconque besoin. Voilà. Et ben, bon après-midi de réflexion. Et donc, je laisse la parole à Marika, Benoît et Chantal qui vont parler de la place des proches dans la démarche Cap Droit. Okay. Donc, merci de votre accueil et quelques mots pour évoquer. Alors, il faut bien parler dans le micro parce que sinon, à distance, ils ne vont pas nous entendre assez. Donc, merci de votre accueil et quelques mots pour évoquer la démarche Cap Droit et la communauté mixte qu'elle anime et pour introduire depuis leur perspective de 3 représentants de cette démarche, en l'occurrence moi-même en tant que personne concernée, militante associative, présidente de l'association Cap Droit, coprésidente, pardon, Chantal Bruno, sociologue anthropologue, écrivaine et aussi mère d'une personne en situation de handicap participant à un dispositif de soutien aux aidants familiaux, APF, FH, CNSA, secrétaire générale du collectif interassociatif des aidants familiaux, coprésidente de la plateforme COFAS Handicap de COFAS Famille Europe, administratrice UNAF et à l'AFSA. L'AFSA, c'est l'accompagnement des familles en difficulté. Et enfin, au bureau de Cap Droit. Benoît Hérault, enseignant-chercheur en sociologie, ayant 4 sœurs et frères qui sont en tension sur la place de la maladie et du handicap en famille. La démarche Cap Droit, bonjour. La démarche Cap Droit est née en 2015 suite à la découverte de l'observation de la
publié par le Comité des droits des personnes handicapées portant sur l'article 12 de cette convention qui entend affirmer la pleine personnalité et capacité juridique pour tous les humains. C'est devenu une démarche de recherche scientifique et citoyenne qui propose de mener une recherche sur les conditions d'exercice des droits. La démarche est participative et s'adresse aux personnes en situation de handicap, usagers, proches, professionnels, chercheurs, qui souhaitent dialoguer autour de leur expérience et expertise. Elle s'appuie sur une méthode dite de mise en problème publique de l'expertise et de l'expérience. Elle s'appuie, alors je répète, elle s'appuie sur une méthode dite de mise en problème publique de l'expérience qui consiste à donner la parole aux personnes les plus directement concernées par des expériences dans des groupes locaux, à travers des entretiens, et à accompagner cette parole pour la transformer en expertise entendable dans l'espace public et scientifique. Elle conduit, via des travaux d'écriture participative et d'autorisation collective, à des productions collectives, notamment des livrets dits scientifiques et citoyens, comme le livret Autonomie de vie, ou celui sur les capacités civiles, ou encore le manifeste Toutes et tous vulnérables, toutes et tous capables. Ces productions et ces pratiques favorisent l'accessibilité de l'espace public et scientifique. Cette démarche s'est progressivement développée en s'élargissant et en s'appuyant sur des méthodes que d'autres territoires, d'autres chercheurs académiques, d'autres professionnels ont pu développer. Elle s'est développée donc à travers des foyers territoriaux avec lesquels on partage des intérêts, des objectifs, des méthodes et dans une certaine mesure des valeurs communes. C'est ainsi qu'avec Françoise Leborgne-Huguin, Muriel Rebourg, Suzy Bossard, on partage maintenant depuis quelques années un intérêt commun, notamment sur la protection juridique des majeurs. Et l'équipe a accepté de rejoindre la communauté mixte de recherche que la démarche Cap Droit anime. Donc ces foyers territoriaux qui regroupent des universitaires, des services, établissements, des organisations de personnes en situation de handicap, organisent des Cap Labs. Donc c'est à la fois des journées de rencontres et de dialogue qui mettent en lien des initiatives locales, des disciplines, des savoirs, différents niveaux de définition de droits humains. Ces Cap Labs, c'est pas seulement à nos yeux, on le souhaiterait, des moments de rencontre, c'est aussi des moments de production méthodique de savoir. Tout ce qui peut aider à cette production, notamment les traces de ce qu'on produit ensemble et de manière vive, est bienvenue pour les jours qui suivent. Suzy nous a aussi envoyé des messages en ce sens. Donc cette démarche, son point d'origine, c'est bien l'insuffisance de prise en compte des personnes incapacitées dans le cadre des débats scientifiques et publics. La réponse qu'on cherche à apporter, c'est de faire confiance à ce qu'on appelle une triade épistémologique, celle des savoirs académiques, celle des savoirs expérientiels, celle des savoirs de la relation d'aide. Dans cette réponse, la place des proches que les organisateurs nous invitent à interroger, elle est à la fois évidente, on va le voir, on a un peu débattu sur ce terme d'évidente, mais elle est aussi problématique dans ce dispositif épistémologique pour plusieurs raisons qu'on va essayer d'évoquer un petit peu. La place des proches semble évidente. La famille est la première instance de socialisation et le premier environnement relationnel dans lequel se pratique le care, c'est-à-dire le souci de l'autre, de prendre soin, la manière de donner soins sanitaires, nutritifs, éducatifs ou de garde aux personnes de la famille qui sont les plus vulnérabilisées. Cette promixité relationnelle, qui ne se réduit pas à sa forme familiale, véhicule des savoirs pratiques de l'aide. Un proche est celui ou celle qui permet de ne pas se sentir seul. Celui ou celle qui reste à vos côtés, qui est parfois l'unique lien avec l'extérieur, qui aide et accompagne, est un défenseur,
celui ou celle enfin qui a pour but de permettre de se réaliser et de vivre comme on l'entend avec les siens et avec les autres. C'est peut-être une mère, une épouse, un compagnon, un frère, qui par ce lien affectif, d'une manière ou d'une autre, va faire partie de votre vie, de vos projets. Que ce soit par choix ou par obligation, les familles sont particulièrement susceptibles d'assurer un rôle d'aide et d'accompagnement. Plus de la moitié des personnes en situation de handicap, âgées entre 20 et 59 ans, et vivant à domicile, sont aidées par leurs conjoints, parents, enfants ou frères et sœurs. Amis ou voisins aident au moins 11% des personnes qui se déclarent en situation de handicap. La qualité de vie de la personne en situation de handicap est très étroitement liée à la qualité de vie de son environnement relationnel. Alors, cette place évidente des proches se care. L'action publique et le droit et la loi la reconnaissent. Il existe une stratégie nationale, Agir pour les aidants, qui recense environ 8,8 millions d'aidants adultes et 500 000 mineurs. Donc, on trouve vraiment de très jeunes aidants. Le Code de l'action sociale des familles distingue, dans son article 113.1.3, l'aidant proche d'une personne âgée, son conjoint ou une personne résidant et entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des activités de la vie quotidienne. Pour les personnes de plus de 60 ans, donc on parle d'aidants proches. Pour les personnes handicapées, on va parler d'aidant familial. Les droits ne sont pas les mêmes pour l'un ou pour l'autre. L'aidant familial pour les personnes en situation de handicap est aussi défini comme étant le conjoint, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne en situation de handicap. Il apporte une aide humaine et n'est pas salarié pour cette aide. Tous ces aidants sont reconnus à travers un certain nombre de droits, même si finalement le Conseil national consultatif des personnes handicapées, entre autres, a observé que la situation des aidants familiaux de personnes handicapées restait insuffisamment prise en compte malgré l'existence de certaines aides, comme la prestation de compensation du handicap, PCH, l'allocation journalière de présence parentale ou encore l'allocation journalière de proche aidant. Donc, la place des proches est problématique. D'abord parce qu'il est difficile de la spécifier. Le savoir des proches est un savoir d'expérience, non pas directement d'expérience de l'empêchement, mais expérience d'un souci pratique. Nous sommes toutes et tous proches de quelqu'un. Mais cette commune expérience peut énormément varier. Les proches acquièrent un savoir à partir d'expériences communes et individuelles dans un temps long. Et il nous semble qu'une spécificité de la place du proche est sa rareté, dans un sens proche que celui qu'Ève Gardien mobilise pour évoquer les savoirs des personnes en situation de handicap. Et c'est dans ce temps long qu'une expérience spécifique se sédimente et dans laquelle des manquements aux droits, des inaccessibilités, des préjugés, des discriminations, directes ou indirectes, se vivent. Les proches de personnes en situation de handicap vivent pour la plupart dans la proximité immédiate de ces dernières et sont amenés à s'adapter en continu et à s'investir dans des rôles dictés par les circonstances et les liens affectifs. Et cette adaptation est complexe et peut conduire à beaucoup de tensions. Les proches peuvent en effet être considérés aussi comme empêchants, voire maltraitants, et des situations familiales difficiles peuvent constituer un obstacle à la liberté d'expression, à la liberté d'action ou de développement du proche aidé en raison d'un contrôle excessif sur les choix et décisions. Et il y a eu des dynamiques de connaissance et d'action publique qui ont beaucoup mis en avant la nécessité parfois d'éloigner les proches, que cela soit dans des perspectives pédagogiques ou thérapeutiques. Si les proches ne sont pas toujours vécus comme très soutenants, leur présence, aussi bien souvent, est ressentie comme indispensable ou manquante, et cette ambivalence est souvent difficile à dépasser.
Comme de nombreux travaux de sciences sociales, les partages d'expériences dans la démarche Cap Droit ont souligné aussi l'importance des proches dans la vie des plus vulnérables, des parents, des membres de la famille, sont bien souvent vécus comme facilitateurs, soutenants, comme dernier appui. Et différents travaux ont souligné le besoin d'aide des proches et des parents, aussi bien dans leur fonction éducative que de soutien. Nos travaux, enfin, ont aussi fait ressortir l'implication des proches, leur inquiétude, leur désir de participer à des formes de partenariat et de co-apprentissage. Alors, le regard un petit peu qu'on propose dans la communauté mixte de recherche, dans la démarche Cap Droit, c'est bien de se dire que le droit international des droits humains, il nous offre une perspective pour penser la place des proches, et ce droit, il entre avec un pari fait par la démarche Cap Droit que les situations de handicap peuvent nous permettre de mieux comprendre ce que sont les droits humains, et inversement qu'une meilleure compréhension des droits humains peut nous permettre de mieux prendre soin de nos vulnérabilités et de celles de nos proches. C'est d'essayer de faire ce va-et-vient entre actualiser c'est quoi, qu'est-ce que ça représente pour nous les droits humains, et d'un autre côté se saisir de cette force-là, de cette force de l'idéal pour la rendre aussi efficiente, concrète. Pendant longtemps, ce langage des droits humains, il s'est plutôt développé dans des contextes politiques, les questions de restriction de liberté, de discrimination, d'abus de pouvoir, c'est ce à quoi on pense le plus directement, c'est les préoccupations des associations comme la Ligue des droits de l'homme. Et les relations familiales, elles sont pas dans notre imaginaire, en tout cas pas trop prises par cet idéal des droits humains. Ces relations familiales étant souvent un petit peu dépolitisées, parfois renvoyées à un certain naturel de la reproduction familiale. Pourtant, et c'est intéressant de revenir aussi à cet historique, les premiers penseurs des droits de l'homme, on disait avant 1789, on parlait des droits naturels de l'homme, des penseurs comme John Locke les ont élaborés aussi en rupture avec des droits qui donnaient une place très forte à la famille et tout particulièrement les droits paternels, la figure du patriarcat. Donc cette origine des droits de l'homme contre un certain droit patriarcal, il me semble important de se la remettre en tête. C'est bien les lumières de la raison auxquelles font confiance les droits humains. Et ces lumières doivent nous permettre de nous émanciper d'une certaine autorité des anciens, d'une certaine autorité de ceux qui viennent avant nous dans la famille. Pour autant, ce fondement des droits de l'homme, il s'est accompagné aussi de limitations pour tous ceux estimés non capables d'accéder aux lumières de la raison. Donc, c'est un impensé fort des droits de l'homme, le fait que, oui, des tas de situations empêchent d'accéder de manière ordinaire aux lumières de la raison. Et cette source des droits de l'homme, si elle est méfiante vis-à-vis de l'autorité familiale, on peut dire aussi qu'elle est peu confiante envers un certain nombre de formes de vie humaine qu'on partage. Et c'est ce manque de confiance dans le geste inaugural des droits de l'homme qu'une convention comme la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées invite à dépasser, invite à se dire oui, il y a là peut-être une manière de repenser les droits de l'homme qu'il est important d'impulser pour prendre en compte précisément des diversités de formes de vie où les raisons s'expriment de manière peut-être un peu différente que dans les figures de l'entendement tel que les Lumières avaient pu le penser. Ainsi, aujourd'hui, on peut noter que la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU prend en compte le rôle de la famille dans la promotion et la protection des droits de l'homme, de façon à ce qu'elle soit un lieu d'émancipation et de soutien pour ses membres. De fait, mères, frères, sœurs, conjoints, compagnons se retrouvent parfois en première ligne pour défendre les droits de la perspective, j'ai dû sauter une ligne, pour défendre les droits de la personne avec la personne.
Ils peuvent en être parfois les seuls gardiens, je pense aux personnes très sévèrement handicapées, voire dans le coma. Ils peuvent en être parfois les initiateurs, des proches parties prenantes car pris de toute façon. Autrement dit, c'est la possibilité que les proches viennent en aide, si nécessaire, en appui à la personne, de manière proportionnée, ainsi qu'énoncé dans l'article 12 de la Convention. Ces 2 jours sont donc l'occasion de poursuivre et d'accompagner ce geste, et d'approfondir ce geste. Moi, j'accompagne toujours, je suis parent. Merci. Merci bien pour votre introduction qui pose bien les termes du débat. On donne la parole à Françoise Le Borgnuguin pour une intervention qu'elle a intitulée « L'ampleur du travail de soins et d'accompagnement des entourages, pratique de négociation sous contrainte avec des professionnels concernant le droit de leurs parents ». Alors, en troisième personne, il y a Gilles Raoul Corameil qui va nous rejoindre, mais il est encore en route et donc on espère qu'il arrivera juste à l'heure pour prendre la parole. Mais Françoise a le droit de parler jusqu'à ce qu'il arrive. C'est une bonne version. Alors, je ne crois pas que ça s'affiche. Alors, attends, je sais pas ce qui s'est passé. Quand c'est ouvert. C'est chez nous. Alors, voilà, c'est bon. Ouais. Tu as besoin de la suite ou c'est non, comme ça. Okay. Je vais juste changer de chaise peut-être. Tu te rapproches, tu aurais dû changer. Bien, alors merci et bienvenue à chacun et chacune. Donc je suis la locale de l'étape pour démarrer et donc merci d'avoir introduit cette séance de travail et cette journée et demie. Alors moi je vais vous proposer quelque chose qui est sans doute un peu consistant, assez dur à digérer à l'heure qu'il est, qui est une petite synthèse de plusieurs travaux de recherche que j'ai effectués soit seule, soit en collaboration avec plusieurs collègues qui sont là. Et donc voilà le titre que j'ai choisi, qui est à la fois d'insister sur l'ampleur du travail de soins, mais aussi de montrer qu'il y a effectivement des négociations sous contrainte de ce travail concernant les droits des parents, alors des parents exerçant le soutien, mais surtout, évidemment, des personnes concernées par ce soutien. Alors, je vais poser le propos en 3 temps qui sont un peu des temps de synthèse, donc je ne prends pas beaucoup de précautions sur les méthodes, les populations qui ont été enquêtées. Donc ce sur quoi je voudrais insister tout d'abord, c'est l'importante place des parents dans les configurations d'accompagnement, les configurations qui comprennent à la fois toutes les personnes qui se sentent concernées dans la famille, mais aussi parfois avec des professionnels, et vous verrez souvent avec les professionnels quand les situations sont alourdies, donc ampleur, mais aussi du coup la condition d'aidant qui va affecter les parents qui se retrouvent à la fois à exercer leur fonction de parenté, mais en plus, à l'égard de l'action publique, à être considérés comme des aidants, ce qui va renvoyer aussi un certain nombre d'attentes à leur égard. Ensuite, je vais prendre un exemple qui est celui de la protection juridique pour montrer à l'égard des personnes plutôt avancées dans le parcours des âges, puisqu'elles ont 75 ans et plus, comment la mesure de protection, c'est une mesure qui peut être exercée, donc tutelle, curatelle, qui peut être exercée par un parent ou par un professionnel qui est donc un mandataire judiciaire. Et je vais montrer depuis la mise en œuvre de la nouvelle loi de 2007 comment on va s'apercevoir qu'il y a des effets d'accès au droit et des modes d'exercice aussi différenciés du côté des parents que du côté des mandataires judiciaires pour ce qui est des formes du vieillir et de l'accès au droit dans ces situations de vieillissement. Et enfin, troisième élément, je vais insister sur cette question de la place des parents dans la démocratie en santé. L'horizon de la démocratie en santé, c'est bien la négociation. Et donc, ce sur quoi on s'est interrogé avec des collègues qui sont ici, Simone Pennec et Florence Douguet, c'est quelle effectivité y a-t-il de cet horizon de la négociation
en pratique, alors qu'elle est attendue aussi par le droit et souhaitée par un certain nombre de participants dans les configurations, principalement les personnes et leur entourage, mais aussi par des professionnels de santé et d'accompagnement médico-social. Alors, tout ça est effectivement à regarder avec cette question de quelle place pour les parents. On sait que, oui, bien sûr, la parenté a une place importante dans le soutien des personnes concernées par le handicap ou le vieillissement, mais il ne faudrait pas quand même qu'on oublie qu'entre 12 et 16% de chaque cohorte d'âge, dans la population qui naît à une année donnée, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de descendants, et pour qui, du coup, qui ne pourront pas mobiliser de parents pour les accompagner, en tout cas si on regarde Parcours du vieillir avec des événements de santé. Alors, ce qui est important aussi, c'est de regarder la diversité de cette configuration familiale, de ces configurations familiales, en sachant qu'on peut regarder qu'un certain nombre aujourd'hui de travaux sur la parenté mettent l'accent que quand on définit les gens qui se sentent concernés par nous et qui se mobiliseraient s'il nous arrive un handicap, une situation de limitation, un empêchement, certains vont mettre l'accent sur leur partenaire de vie au présent, d'autres vont aussi mobiliser des partenaires de vie passés, voire un conjoint, un ex-conjoint, une ex-conjointe, d'autres des ascendants, d'autres plutôt des descendants, d'autres des frères et sœurs, et il va y avoir un art de la composition sur qui pensons-nous pouvoir mobiliser dans ces situations. On voit du coup émerger une notion d'interdépendance relationnelle qui va composer des nous familiaux assez variables. Et on aura donc des configurations au cours du vieillir qui vont être par exemple très centrées sur les frères et sœurs, quand il y a une certaine proximité résidentielle, que les enfants sont partis, etc. Et puis des configurations extrêmement verticales pour d'autres, où ça s'emboîte sur plusieurs générations, avec moins de membres à chaque génération. Alors, ça donne évidemment des différences de réserve relationnelles que l'on a les uns et les autres, qui vont se cumuler sur plusieurs générations pour certains, qui font qu'on va pouvoir faire appel à ce réservoir de parenté, mais en plus de manière différée, pas tout de suite, 5 ans, 5 mois, 10 ans plus tard. Et évidemment, ça nous donne des protections possibles pour nous-mêmes qui sont assez différentes. Donc, il y a une ambivalence de ces configurations qui est quasiment inhérente. Et un certain nombre de chercheurs, je pense à Eric Widmer en particulier, dit que pour penser les liens de famille, eh bien, il faut d'emblée se dire que les conflits font partie, sont un constituant eux-mêmes des dynamiques familiales, qu'il va falloir les prendre en compte dans l'horizon de la négociation. Et puis, il y a aussi des personnes adultes qui n'ont plus beaucoup de liens avec leurs ascendants très tôt dans le cours de la vie. Je ne reste pas longtemps là-dessus, mais par exemple, dans une étude menée sur 3000 individus, il y a quand même 18% des employés qui ne rencontrent jamais oralement leur père, et ça monte à un peu plus, à 27% pour, je me suis trompée, les employés 18%, les ouvriers 27% ne rencontrent jamais leur père, et pour leur mère, c'est un peu moins, en fonction, 21% tout de même pour les ouvriers, 1 sur 5, ce qui veut dire que ce vivier de parenté ne pourra pas être mobilisé. Alors, au-delà de la place, ce qui est intéressant, c'est l'importance de ce que, avec d'autres, on a appelé le travail familial de santé. C'est de l'ordre du travail, puisque quand il n'est pas fait, il va devoir trouver des substituts, ou alors il y aura une absence de prise en soin et d'accompagnement. Alors, on peut l'appeler sous différents termes, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on peut l'appeler travail profane, à condition qu'on ne dise pas que être profane, c'est être un incompétent et ne pas avoir de ressources pour agir. Ça sous-entend des compétences affectives, savoir gérer les émotions, attendu beaucoup des professionnels, mais attendu aussi beaucoup des personnes concernées elles-mêmes pour elles-mêmes, mais aussi des entourages. Si on ne sait pas gérer ses émotions, on va appeler souvent en urgence et au bout d'un certain temps, on ne va plus nous entendre. Donc, c'est des ressources affectives, des ressources cognitives sur les démarches, sur les traitements, sur l'ordre des choses, sur le sens logique de mobilisation et bien sûr, beaucoup de connaissances pratiques puisqu'il y a un travail pratique de soins et d'accompagnement qui est attendu.
On attend une production de santé, des compétences d'organisation, de conception, d'évaluation, de relations, de réalisation pratique. Quand on parle de professionnels, on va parler de qualification, de statut, de fiches de poste, de compétences. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ces compétences de coordination, on va les attendre autant dans les statuts professionnels que dans les statuts des proches. Alors, les configurations de soins sont aussi contrastées selon qui reçoit du soutien et qui va être capable d'être mobilisé pour les exercer. Et aussi, les hommes âgés, par exemple, sont plus souvent aidés par des femmes de la famille, alors que les femmes âgées, 10 ou 15 ans plus tard ou auparavant, vont davantage être aidées par des hommes de la parenté, soit parce qu'ils n'ont que des, ces femmes n'ont produit que des fils, excusez un peu le terme, soit parce que, d'une certaine manière, il y a pour le conjoint, il y a eu une mobilisation d'elle-même en particulier, et donc dans la situation d'elle-même après, elles reçoivent davantage de soutien diversifié, peut-être avec moins de compétences incorporées. Donc beaucoup de dimensions cachées de l'aide, veiller sur la santé, chercher les signes, contenir, suppléer, stimuler, avoir le souci d'eux, ça a déjà été dit, stabiliser l'aide pour qu'il n'y ait pas d'urgence, parce que s'il y a urgence, il y a plein de choses qui vont leur échapper, et garantir la continuité de cette aide. Alors, une cause commune, celle des aidants, peut-être, depuis la loi ASV et depuis ce qui a été dit dans le champ du handicap, mais une grande variété de situations, de modes d'exercice, selon le moment où on est concerné, selon le nombre de fois dans son parcours de vie où on est concerné par le handicap, la vulnérabilité liée à l'âge, les empêchements, selon le statut matrimonial qu'on a à ce moment-là. Être seul, par exemple, avoir un habitat précaire, ça peut conduire à des situations de recohabitation, dont on voit statistiquement qu'elles ne diminuent pas, entre des recohabitations sous contrainte pour des personnes qui ont des problèmes de logement, etc. Selon évidemment la composition de la fratrie, s'il n'y a que des gars, on va voir plus de fils et de frères soutiens par rapport aux situations de fratrie mixte en particulier. Et donc, évidemment, les catégories sociales, certaines étant amenées à déléguer, à externaliser bien avant la situation d'empêchement ou de handicap, et des activités complémentaires entre parents, ou au contraire, des situations où il y a un seul parent qui est actif dans le soutien. Alors, cette diapo-là, je n'en dis pas plus parce que ça a déjà été évoqué tout à l'heure, à la fois la féminisation des soutiens. Pour quelqu'un qui a besoin de soutien, quand l'aidé, entre guillemets, est âgé de 5 à 24 ans, la mère, c'est 82% du lien qui va être mobilisé. Le père, 6% ou 8%, je ne vois plus très bien. Et les choses sont plus mixtes dans les âges intermédiaires. Et effectivement, quand l'aidé est un homme, on a beaucoup plus de femmes, de conjointes à être mobilisées. Mais quand l'aidé est une femme, il y a tout de même 40% de conjoints mobilisés. La conjugalité expose beaucoup à devenir personne soutien. Je passe, parce que là, ça concerne les 60 ans et plus, mais voilà. Par contre, ici, alors le tableau peut faire peur. Regardons juste la ligne du haut, où on voit la répartition de qui se mobilise dans le soutien, dans l'aide. Alors, c'est de l'autodéclaration de la personne concernée ou et avec son proxy, celui qui répond à l'enquête. Vous voyez bien que pour les 60 ans et plus, l'aide de l'entourage seul, c'est près de la moitié, une situation sur deux. L'aide professionnelle seule pour des personnes qui vivent à domicile, c'est 19%. L'aide mixte, qui est donc la situation aussi qui nous intéresse en termes de droit, c'est déjà pour l'ensemble un tiers des situations. Quand on est dans des groupes iso-ressources où on a beaucoup besoin de services d'autrui, eh bien, on aura évidemment moins de configurations où il n'y aura que de l'entourage, ça baisse à 19%, mais on aura aussi très peu de configurations où il y a des professionnels seuls. Ça veut dire que ce n'est pas les professionnels tout seuls qui peuvent répondre aux besoins de soutien des personnes qui vivent à domicile. Et donc, dans ces situations, il y a 2/3 des situations où il y aura à la fois des proches et des professionnels, ce qui pose des questions d'accès aux droits, de complémentarité, de négociation. Voilà, je ne reste pas plus longtemps là-dessus. Alors, ce qui nous a intéressé aussi, c'est de regarder, en relisant les travaux, les usages sociaux des droits, parce que les droits existent, c'est très important, qu'on s'en saisisse, qu'il y a un usage social,
qu'on se dise c'est un repère, on y va ou on n'y va pas, on retarde le moment d'y aller ou pas. Mais en tout cas, ce dont on s'est aperçu, c'est que en fonction d'une analyse que l'on a eu l'occasion de faire avec Simone Pennec sur la dynamique du travail familial de soins et d'accompagnement, on s'est rendu compte que dans les modes d'exercice où ce qui était dominant, c'était de faire du soin en première ligne, c'est-à-dire d'en faire beaucoup, de faire du travail de papier, mais aussi des soins du corps, voire d'hygiène, etc. Il y aura une manière d'activer pour certains beaucoup de droits, mais ça va dépendre de leur disponibilité ou de leurs habiletés ou de leurs compétences pour le travail de papier. Ou parfois, comme ils font déjà tellement d'activités de première ligne, dans ces configurations, la personne soutien pense qu'elle va être aidée par des professionnels du soin, des intervenants sociaux ou administratifs. Elle a une attention. Il y a une deuxième figure d'exercice qui est d'être plutôt dans une posture d'organisateur. Je ne sais pas, il y a un intrus, je ne sais pas où il est, mais voilà. C'est pas grave, hein, peut-être que c'est Zoom qui parle tout seul. C'est l'IA qui intervient. Bon. Et donc, c'est deuxième figure, on est plutôt organisateur. Ça veut dire que quand on est un organisateur, on est à l'affût des droits. On cherche à savoir si on n'a pas oublié un droit à la retraite, un droit qui serait ouvert de manière élective dans une assurance qu'on aurait contractée, etc. Soit on s'active sur les droits du parent à quelque chose, avec en arrière, en toile de fond, l'idée que ça va nous permettre de répartir une part du soutien, de ne pas se laisser envahir. Et pour ça, on va essayer de ne pas laisser passer des droits. Donc, évidemment, ça dépend aussi des appartenances sociales. Quand on est dans un mode d'action où on est plutôt très gestionnaire, et on voit ça pour les gens qui sont parfois, qui exercent la protection juridique, il y aura une connaissance très actualisée des droits, des obligations civiles. Qu'est-ce que c'est que la protection juridique? L'obligation d'entretien, l'obligation d'aliment, les dispositions patrimoniales et successorales. On va y revenir rapidement tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont un mode d'exercice à un moment sur le mode de « je veux bien venir en relais ». Vous pouvez me demander dans la fratrie, sororie, quand vous avez un problème administratif ou un problème technique, je sais réparer des choses. Et là, il y a une certaine distance de ces modes d'action à l'égard de la recherche du recours au droit, sauf si la personne est une personne ressource. Elle travaille à la Sécu, elle travaille au département, elle a des habiletés médicales, etc. Là, ça va être vraiment la personne de référence. Alors, je vais en venir maintenant, une fois qu'on a dit cette ampleur et cette ambivalence, mais en même temps cette mobilisation très forte de la parenté. Sur la protection juridique, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est une mesure hybride, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui peut être exercée autant par la famille que par un mandataire judiciaire. Et pour les vieilles personnes, plus d'une mesure sur deux est confiée à la parenté. Donc je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est intéressant quand même juste, ce sont des travaux qu'on a faits dans les années 2008-2012, à partir du moment où on avait la réforme de protection dont vous allez parler tout à l'heure. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des personnes elles-mêmes qui demandaient, ce qui renvoie à la question des droits et de la liberté de demander 3 sur 77 dans des premières demandes de protection. Elles disaient leur embarras à l'égard du travail de papier, de tout ce qui leur arrivait, auquel elles ne comprenaient plus rien. En même temps, elles voulaient une curatelle allégée. Elles n'ont jamais eu une curatelle allégée. Elles ont eu toujours une curatelle renforcée. Il y a quand même aussi, on a dit, mais les parents ne veulent pas demander. Ils préfèrent que ce soit les professionnels qui demandent dans le cas du vieillissement. Ben non, 56 demandes sont faites par les parents sur les 77 premières demandes. La moitié ont été nommées. Et en grande partie, les juges nomment quand ce scénario arrive. Alors, dans ces cas-là, vous voyez, c'est rendre le parent conforme à des exigences administratives. C'est aussi, on n'est pas tous d'accord, on voudrait externaliser. Certains voudraient qu'on acquiert des services payants, etc. Ça va nous permettre de faire ou faire plus ou moins, etc. On va pouvoir en discuter. Et puis, un professionnel, 18 demandes. Alors, le plus important, c'est les contextes. Bon, ça, vous voyez bien, c'est comme d'habitude sur la protection juridique. Ce qui est intéressant, les parents, quand ils demandent,
ils ont aussi des attentes un peu particulières. Soit ils souhaitent pas exercer la mesure. Mais quand ils souhaitent exercer, c'est aussi souvent pour ne pas qu'il y ait un tiers qui intervienne dans ce travail et cette visibilité des actes administratifs et de gestion. Et quand ils préfèrent l'exercice d'un professionnel, ça veut dire qu'entre eux, ils perçoivent que pour continuer à rester apparentés, il vaut mieux que ce soit un tiers qui s'occupe de cette partie administrative et de gestion. L'esprit de famille se portera mieux si on peut externaliser tout ça. Puis ça dépend aussi de l'histoire des veuvages antérieurs. Est-ce qu'il y a eu des pupilles? Est-ce qu'il y a eu... Voilà. Et donc, en tout cas, plus les ressources sont faibles aussi, plus on aura tendance à vouloir la nomination d'un professionnel, parce qu'on se dit que de toute façon, on n'arrivera pas à trouver d'autres droits. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, mais exercer par un parent ou exercer par un professionnel, est-ce que ça se ressemble? Et ce que je voudrais montrer là, c'est que oui, dans les deux situations, on peut trouver des modes d'exercice qui se ressemblent. Ça veut dire vieillir dans une première voie, c'est l'idée, on va vieillir en conformité parce qu'on pense que la vieille personne ne peut plus donner de la voix. Et le travail qu'on va faire sur les papiers, il va rester à distance de l'accompagnement. Alors ça, c'est vrai quand on a un protecteur familial. Ce qui compte, ça va être optimiser les biens de famille, ne pas avoir à ponctionner le plus tard possible dans ce qui serait quelque chose qui serait de l'ordre de la transmission, de l'héritage. Donc le temps du présent, il faut qu'il soit assez linéaire, qu'il n'y ait pas trop de choses à régler, parce que ce qui compte, c'est le temps qui va succéder après. Ça peut aller jusqu'au fait qu'une personne qui ait des moyens conséquents liés à sa propre activité vive la protection juridique sur un mode aide sociale. C'est-à-dire on lui donne un tout petit peu d'argent de poche, le moins possible. L'exercice peut donc se faire sur un mode très gestionnaire, avec des différences dans lesquelles je ne peux pas rentrer, mais entre fils et filles, ce n'est pas les mêmes profils qui demandent la protection ou qui sont nommés, et la mesure, elle est du coup très routinière. On va trouver ça aussi chez les mandataires judiciaires. Le temps mis en avant, c'est le temps de la gestion plutôt que celui de la reconnaissance des attentes de la personne. Ce qui compte, c'est que la situation administrative soit bien ordonnée, que je ne sois pas pris au dépourvu par un décès, etc. Et donc, on va hiérarchiser les priorités, la gestion avant tout autre projet. Et il y aura peu d'échanges qui seront recherchés avec les soignants professionnels ou avec les soignants de la parenté. À l'autre bout du spectre, on va trouver des formes d'exercice de la protection par un parent qui vont assez loin sur un modèle plutôt de vieillir en continuité de ce qu'on a été, de ses normes et valeurs, l'idée étant de soutenir les capacités préservées et l'expression de la personne. Donc la protection, c'est quelque chose en plus. Le gros du travail, c'est pas ça. Mais la protection, on l'a acceptée parce que c'est un temps d'opportunité pour être garant de quelque chose qui avait déjà commencé dans le soutien en amont. Donc ça peut devenir une entreprise collective à plusieurs enfants, quand il y a des subrogés tuteurs, un subrogé, pour renouveler des arrangements de soutien, pour trouver de nouvelles ressources pour agir, pour faire agir son parent, des visites bénévoles à domicile, enfin voilà, se mobiliser, des processus de concertation, de négociation. Et là, alors, la gestion devient imbriquée à la question du soin. C'est-à-dire, quelle décision sur le mode de vie va avoir des effets sur la gestion, ou plutôt, j'aurais dû dire la phrase à l'inverse. Et à ce titre-là, on peut dire que l'empowerment au quotidien attendu dans la configuration, il est en continuité de l'empowerment institutionnel attendu par le droit. Et on va aussi trouver des mandataires judiciaires qui vont être sur ce même format, sauf que eux, il faut qu'ils soient alertés pour le faire dans la masse d'accompagnement de mesures qu'ils ont dans leur file active, par soit une vieille personne qui a un téléphone portable et qui va s'adresser directement à eux par SMS, soit quelqu'un dans la configuration qui va les solliciter. Alors, ces mandataires judiciaires peuvent aussi aller assez loin. Par exemple, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus experts pour différencier ce que c'est qu'une curatelle renforcée d'une tutelle, pour aussi constituer certains réseaux avec une aide à domicile, parfois une infirmière, et en particulier pour préserver les capacités d'agir des personnes
en disant à tel cabinet infirmier, vous voulez arrêter l'accompagnement, très bien, mais vous savez que vous êtes tenu de proposer un autre cabinet intervenant et de proposer une autre solution avant d'arrêter. Ils vont aussi s'appuyer sur les médecins traitants en situation d'urgence, par exemple pour des hospitalisations, pour éviter des entrées en maison de retraite où on se passerait du consentement de la personne parce que la personne n'arrive plus à se faire entendre sur le fait qu'elle ne veut pas, pour le moment, opter pour telle ou telle chose. Avec des différences assez fortes aussi, plus les personnes sont à leur domicile individuel, plus les mandataires qui s'engagent jusque-là vont être mobilisés pour les modes de vie au quotidien, et donc elles vont s'appuyer beaucoup sur les aides à domicile. Et en établissement, il faut qu'elles trouvent des connivences aussi à l'intérieur des EHPAD. Alors, sur la question des parents, pour finir, dans la démocratie en santé, est-ce que l'horizon de la négociation, c'est un horizon qui va être atteignable? On voit bien qu'il y a toute une promotion aujourd'hui de l'autonomie du malade, du patient, des droits qui se multiplient, mais on se rend compte que face à cette multiplication des droits, il y a beaucoup d'acteurs qui peinent à s'en saisir. Qu'est-ce que recouvre le droit des malades, des usagers des services et établissements, les droits civils, les droits communs? Et donc, il y a beaucoup d'affichage, beaucoup de chartes, beaucoup de promotions par le langage ou par des affichages, etc. Et on se rend compte qu'il y a une diversité d'expériences autour et des processus de négociation assez variables. Alors, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le terme négociation. Pour un certain nombre de sociologues, Isabelle Bazanger par exemple, négocier, ça veut dire garder de la prise sur ce qui vous arrive, garder des capacités d'action. Jean-Daniel Reynaud va plus loin, il dit la négociation suppose deux choses, le caractère explicite de la discussion des règles, voilà ce que je discute avec vous, et l'aboutissement d'un accord, mais un accord c'est une relation d'échange réglée dans lequel se nouent des engagements et des liens qui aboutissent à des règles communes. Une règle n'est pas définie par le fait qu'une institution ou une autorité la proclame. Ce qui fait une règle, c'est qu'elle est acceptée par ceux auxquels elle s'applique. C'est-à-dire qu'il y a un éclaircissement sur les enjeux de ce dont on discute en termes aussi de type de décision et d'horizon du droit. Alors, tous les professionnels ne recherchent pas l'échange, ne recherchent pas la négociation. Et du coup, on pourra dire que la négociation, c'est plutôt un horizon normatif dans un contexte de démocratisation des soins, d'aspiration égalitaire, mais on voit bien que ça ne couvre pas du tout le champ des échanges qui sont élaborés au moment des prises de décision. Donc la négociation, c'est une des formes possibles, mais ce n'est absolument pas la seule. C'est un horizon au mieux qui a du mal à se mettre en place. Alors, pourquoi ça a du mal à se mettre en place? Parce que les normes et les valeurs des organisations ne sont pas forcément les normes et les valeurs des personnes concernées et de leur entourage qui croisent toute leur histoire familiale, sociale, militante, etc., avec les missions qui sont prescrites par les professionnels. Alors, je vais arrêter là parce qu'après, j'envisageais de réfléchir à est-ce qu'on est vraiment dans la négociation, dans l'information, dans la coordination? On voit bien que c'est des enjeux très forts au quotidien. Et pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est en jeu là dans ce qu'on discute, c'est l'importance du travail à fournir. Il y a beaucoup d'activités de coordination et de tentatives de négociation qui sont faites, de l'information jusqu'à la négociation intrafamiliale, mais aussi avec des professionnels autour de l'idée, est-ce qu'on a bien les droits à ce qu'on devrait avoir et les droits de qui renvoient plutôt aux libertés. Alors, ce qui est compliqué, c'est que le travail des proches, on ne peut pas faire sans les proches, puisque ce travail de proches s'invite dans le travail des professionnels, et le travail des professionnels s'invite dans le travail des proches. Et donc, quels arts de faire se mettent en place entre les uns et les autres? Ça, c'est une gageure pour nous, puisqu'ils réfléchissons sur ces questions en ayant des statuts très différents. Donc, quelle tension peut s'élaborer entre les uns et les autres? Qu'est-ce qui peut se dire? Alors, on voit bien en tout cas que les ressources familiales sont limitées. Elles sont génératrices d'ambivalence et de tension au sein de configurations familiales et des configurations de soutien avec les professionnels. Et plutôt que d'opposer les choses, je cite Éric Widmer pour terminer, il faudrait plutôt qu'on essaie de se sensibiliser aux contradictions auxquelles doivent faire face les individus dans leur configuration familiale, chacun,
tout en refusant de considérer les familles, les configurations familiales, comme étant vues de loin, toujours marquées par des conflits, par l'individualisme ou l'exploitation des uns par les autres. Ce qui veut dire aussi pour Éric Widmer, et nos travaux vont aussi dans ce sens-là, que quand on fait des travaux, quand on entend des dyades, des duos entre aidants et aidés, il ne faudrait jamais les regarder comme des duos. Il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe dans la dyade en prenant vraiment au sérieux les effets sur l'ensemble de la configuration plutôt que de s'appuyer et de regarder les choses dans une dimension très interpersonnelle. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée, je pense que j'ai pris 5 minutes de plus. Bien, merci Françoise. Donc on donne la parole à Gilles Raoul Cormeil qui est arrivé juste le temps de baigner des paroles. Voilà, c'est ça, et de respirer, de reprendre son souffle. Donc pour une intervention qui s'intitule « Le principe de préférence familiale et les fonctions juridiques de la famille face aux impératifs de fraternité du droit français ». Non, c'était ça. Alors, on cherche le PowerPoint. Bon, en attendant qu'il arrive, j'ai le temps de remercier les organisateurs de ce colloque. Voilà, je suis ravi de revenir à Brest, cette faculté où j'ai pu enseigner pendant 4 ans. Je retrouve quelques anciens étudiants. Ravi aussi de retrouver Françoise Leborgne, avec laquelle on avait un très beau cours sur le droit les situations des personnes vulnérables et vulnérabilité. Et puis Benoît Hérault. Hein. On était ensemble, tu leur en as parlé, la Haute Autorité de la Santé, dans les préconisations, c'est pas facile. Alors, j'aurais peut-être dû présenter les choses en premier, mais les contraintes de calendrier fait que j'ai pas pu être là à 14h. C'est des choses assez sommaires que je vais vous exposer. En fait, quand on parle de la famille dans le droit, eh bien, la première difficulté, c'est qu'on n'a pas de définition de la famille. Alors, je ne sais pas comment on fait pour... Ça marche pas. Il n'y a pas de définition de la famille dans le droit, il n'y en a pas dans le Code civil. Alors, évidemment, la suivante, s'il vous plaît, la doctrine... C'est-à-dire les professeurs de droit vont essayer de donner une définition à la famille. Mais dans le Code civil, vous avez plusieurs définitions de la famille qui vont apparaître en fonction des fonctions, c'est-à-dire des rôles qui sont attendus par la famille. Donc en fait, dans le Code civil, vous avez une famille alimentaire, vous avez une famille successorale et vous avez une famille tutélaire ou une famille de l'habilitation familiale, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans cette diversité des familles, eh bien, la définition que retiennent les professeurs de droit. La famille, c'est d'abord un groupement de personnes. Alors ça, on est habitué de dire qu'il y a des groupements de personnes dans notre société. Mais qu'est-ce qui distingue la famille d'une association, d'une société civile ou commerciale? Eh bien, c'est que la place de chacun n'est pas interchangeable. Ça, c'est très important. Le principe de prohibition de l'inceste vient en quelque sorte fonder l'institution de la famille. Alors les anthropologues ont déjà expliqué tout cela, que la famille, elle est instituée. Et donc, toutes ces personnes, dans ce groupement de personnes, finalement, sont unies 2 à 2 par un lien de droit ou de fait. Alors ce lien de droit, ça peut être le mariage, ça peut être la filiation, ça peut être un contrat comme le pacte civil de solidarité, mais ça peut être aussi le fait, ça peut être l'affection. On parlait de l'incestueux tout à l'heure, il y a des familles avec des incestueux. Il n'y a pas de lien de droit, mais il y a au moins un lien de fait. Et puis, ce qui est beaucoup plus courant, c'est le concubinage. Lien de droit, lien de fait qui va fonder des obligations réciproques entre les personnes. Alors ça, c'est un beau thème de travail, la distinction entre l'obligation familiale et l'engagement familial. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans le Code civil des obligations réciproques, mais quand on fonde une famille, eh bien, il n'est pas évident que la famille naisse par un engagement réciproque. Voilà. C'est le cas dans les relations de couple, mais vis-à-vis d'un enfant, par exemple, on choisit d'avoir un enfant, l'engagement est unilatéral vis-à-vis de l'enfant. Il y aura peut-être au cours de la vie, entre l'enfant et son parent, des obligations réciproques, mais au départ, il est important
de noter qu'il n'y a pas eu d'engagement réciproque entre un enfant et son parent. Alors, voilà pour cette définition unique. Alors, rentrons maintenant dans la pluralité merci Françoise, la pluralité des relations de famille. Alors, je vais commencer par la famille alimentaire, avant la famille successorale et puis la famille de la protection juridique. Pourquoi je vous les présente les unes à côté des autres? C'est parce qu'en fait, mon grand regret, c'est qu'il n'y ait pas, de la part de notre législateur, une hauteur de vue sur la réflexion de la famille aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes ces réflexions que l'on a sur la famille, elles datent de 1804. Et quand on prend le Code civil en 1804, c'est 3 livres, c'est les personnes, les biens, le patrimoine, puis les obligations, le contrat, la responsabilité. Les personnes, et pas la famille, en 1804, c'est étonnant, mais ça c'est la Révolution française, c'est un acquis. Donc on fonde la loi sur l'atome de la société qui est le citoyen. Mais on sait très bien qu'à l'intérieur du livre premier, c'est la famille française, fondée sur le mariage qu'on va trouver. Donc on va trouver le mariage, on va trouver la filiation, on va trouver l'adoption, on va trouver l'autorité parentale. Mais vous voyez que ces titres se suivent sans un droit commun de la famille. Alors sans doute était-ce évident en 1804, et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Mais après toutes les réformes qui ont été pensées par le doyen Carbonnier dans les années 60, où aujourd'hui on a un pluralisme des familles, le credo du doyen Carbonnier, c'était à chacun sa famille, à chacun son droit. Donc il y a une diversité des familles. Eh bien, il nous manque véritablement une réflexion générale sur la famille. Alors, on va la voir. Cette famille, eh bien, elle n'a pas la même dimension selon le rôle qui est attendu par la loi. Alors, la famille alimentaire d'abord. Alors, les aliments, c'est tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ce n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi se loger, se soigner. Et alors, cette famille alimentaire, voilà, il y a très peu de textes dans le Code civil, ce sont les articles 203 à 211 du Code civil, et vous allez trouver, eh bien, les obligés alimentaires de premier rang, et puis les obligés alimentaires de second rang. Donc là, déjà, on a un premier indice de ce que c'est qu'une famille, c'est qu'il y a une hiérarchie des liens. On demande des aliments d'abord à ces obligés alimentaires à ces créanciers alimentaires de premier rang, puis ensuite on ira voir les créanciers alimentaires de second rang. Alors, en fait, l'obligation alimentaire est dite renforcée dans le mariage, c'est ce qu'on appelle à l'article 212, le devoir de secours, qui est en réalité dissimulé derrière la contribution aux charges du mariage, l'article 214, et qui revient dans sa forme la plus faible pendant la procédure de divorce. Et puis, la deuxième obligation alimentaire renforcée, c'est l'obligation d'éducation et d'entretien des enfants mineurs et jeunes majeurs tant qu'ils n'ont pas obtenu de diplôme professionnalisant. Et lorsque les obligés alimentaires de premier rang sont dans un état d'impécuniosité, c'est-à-dire ne peuvent pas payer les aliments, alors là, on peut se tourner vers les obligés alimentaires de second rang, et là, on va trouver toute la famille en ligne ascendante et descendante, plus les pères et mères du conjoint, ou les gendres et les brus. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la famille alimentaire, il y a une hiérarchie, je l'ai dit, et il y a des exclusions. À qui ne peut-on jamais demander d'aliments? À ses frères et sœurs. Voilà. Alors ça étonne souvent nos jeunes étudiants de 18 à 23 ans qui sont encore très proches dans leur fratrie. Voilà, mais voilà, quand on a 50, 60 ans, on sait très bien que voilà, on a refondé sa propre famille ou elle s'est continuée autrement. Et donc les liens avec les frères et sœurs ont pu se perdre. Donc vous avez toujours une hiérarchie et des exclusions. Voilà. Je n'ai pas trop parlé d'obligations alimentaires dans le concubinage et dans le PACS. D'abord parce que le concubinage, c'est un lien de fait. On peut se sentir obligé, mais c'est un pur devoir de conscience. Quand on est dans le PACS, on peut sortir du PACS quand on veut. Alors là encore, si on veut se sentir obligé, on peut se sentir obligé. Mais voilà, ce n'est pas la loi qui le fait, c'est un devoir de conscience.
J'ajouterais, pour donner une teinte d'actualité à la famille alimentaire, la loi du 8 avril 2024. Alors, c'est très bien d'avoir parlé de la loi SV, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, car c'est vrai que la loi du 27 décembre 2015 est, je trouve, véritablement une très belle loi d'envergure, qui a donné lieu à beaucoup d'études, mais surtout, je trouve, qui a essayé de changer un peu la vie de ces personnes qui vieillissaient. La loi du 8 avril 2024, la loi 2024-317, est véritablement déceptive. Alors, il y a dans cette loi la modification de l'article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles. Et lorsqu'on demande une aide sociale, eh bien, dans la famille, on va faire une déclaration. Eh bien, on n'a pas à se tourner vers les petits-enfants. Alors, je trouve ça très étonnant d'avoir dit que finalement, l'aide sociale, qui est donnée par le droit public, par les fonds publics, alors ça peut être des fonds départementaux, est évidemment subsidiaire à la solidarité familiale, mais vis-à-vis des petits-enfants, on a interverti le processus, puisque finalement, c'est l'État avant la famille des petits-enfants. Alors, je trouve ça un peu regrettable, vous voyez, qu'il n'y ait pas eu de réflexion d'ensemble. Si on décide de repenser la famille alimentaire, il faut passer par le Code civil. Et en fait, non, vous allez trouver seulement cette disposition dans le Code de l'action sociale et des familles, à l'article L132-6, alinéa 3, par dérogation, nous dit le texte. Étonnant, pourquoi ne pas avoir modifié l'article 205 du Code civil? Alors voilà, on sent bien en fait qu'on avance petit pas par petit pas, mais je trouve qu'ici se joue quelque chose quand même qui est peut-être un peu plus symbolique que réel, parce que je trouve qu'il se noue avec les petits-enfants quelque chose. Et c'est étonnant de dire que les petits-enfants ne font plus partie de la famille alimentaire. En tout cas, dans un sens seulement, en tant que débiteurs, mais pas en tant que créanciers vis-à-vis de leurs grands-parents. Voilà, bon, peu importe, en tout cas, c'est l'actualité de ce thème. Deuxième type de famille, la famille successorale. Alors, au jour du décès d'une personne, qui sont appelés par la loi. Je ne vous parle pas des donations qui ont été faites avant et qui sont rapportables au jour de la succession. Je ne vous parle pas des testaments qui sont porteurs de legs. Je vous parle des héritiers présomptifs, c'est-à-dire ceux qui sont appelés par la loi. Alors l'article 734 du Code civil va vous donner, là encore, une hiérarchie. On appelle d'abord les enfants ou les petits-enfants, les descendants. Et puis s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de postérité, bon, eh bien dans ce cas-là, on va remonter à la famille de la naissance, les pères, mères, frères et sœurs, et puis voilà, ou leurs descendants, si jamais c'est une personne sans postérité qui est décédée vers 60-70 ans, peut-être qu'elle a des neveux et nièces. Et puis s'il n'y en a pas non plus, alors là on va remonter aux ascendants ordinaires. Et puis s'il n'y en a pas non plus, là on va descendre aux collatéraux ordinaires, c'est-à-dire vers les cousins germains. À nouveau, la famille successorale nous montre qu'il y a une hiérarchie. On appelle d'abord certaines personnes, et puis ensuite il y a des exclusions. Qui n'appelle-t-on pas? Alors le conjoint survivant n'est pas un héritier en tant que tel, n'est pas un ordre d'héritier. Il a des droits plus ou moins grands selon l'ordre des héritiers avec lesquels il va combiner ses propres droits. C'est-à-dire que le conjoint survivant va devoir articuler ses droits avec les enfants, les articuler aussi avec un ascendant privilégié que sont le père ou la mère. En revanche, le conjoint survivant exclut les frères et sœurs, et puis il exclut les ascendants et les descendants ordinaires. C'est l'article 732 du Code civil. Alors ce qui est étonnant dans cet article 732 du Code civil, c'est qu'on a exclu le conjoint dont le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, mais pas celui qui est séparé de corps, pas même celui qui est en procédure de divorce qui n'aboutira pas du fait de la mort d'un conjoint. C'est pour ça qu'un bon avocat, la première chose qu'il vous propose dans un divorce, c'est d'exhéréder votre conjoint. Parce que si vous mourrez avant que le jugement de divorce soit rendu, c'est quand même un peu paradoxal que ce soit le conjoint survivant qui vienne prendre une bonne part du gâteau successoral. Toujours étonnant quand on raconte ça à nos étudiants, mais ça m'est quand même arrivé 3 fois qu'un ancien étudiant me dit « Monsieur, vous nous avez enseigné ça, justement, je dois partager le gâteau successoral avec la deuxième femme de mon père, c'est quand même très étonnant. » Il faut faire un procès en responsabilité contre l'avocat. Alors,
vous le voyez, il y a des exclusions, et puis il y a une hiérarchie dans la famille successorale. Famille tutélaire, curatellaire, habilitation familiale. Alors voilà, la solidarité familiale, c'est pas simplement les questions financières, que sont les aliments qui peuvent se payer en nature, hein, et pas seulement la succession, continuer la personne du défunt et surtout continuer à pouvoir cultiver sa terre, à vivre dans sa maison. Mais c'est véritablement donner son temps, parce que la protection juridique des majeurs, voilà, c'est cela, il faut être disponible, il faut pouvoir faire face à tous les besoins. Alors, qui est dans la famille tutélaire, curatellaire, dans l'habilitation familiale? Alors là, c'est là qu'on va avoir la définition de la famille la plus large. On va quand même trouver une hiérarchie. On va d'abord faire appel à l'autre membre du couple. Et c'est là que la loi du 5 mars 2007 était moderne, hein, puisque finalement, elle a placé à égalité le conjoint, c'est-à-dire l'époux, l'épouse, il y a le mariage, le partenaire pacsé et le concubin, sans mettre de limite de délai. Voilà. À l'article 453 du Code civil, on va retrouver un regain peut-être de pragmatisme en disant que on ne peut pas garder la mesure au-delà de 5 ans quand on est concubin. On peut demander au bout de 5 ans à être déchargé. Mais quand on est marié, on ne peut pas. Quand on est pacsé, on ne peut pas, nous dit l'article 453 du Code civil. Mais on sait très bien que les juges, face à quelqu'un de très épuisé, va l'admettre. Et puis voilà, si nous avons un majeur protégé ou à protéger qui n'est pas en couple, alors sa famille, elle est extrêmement large. C'est tous les ascendants, tous les descendants, tous les collatéraux et même les alliés, c'est-à-dire les conjoints du frère, de la sœur. Là, on a une famille extrêmement large. Une famille tellement large qu'on a même mis dedans les personnes qui entretiennent un lien étroit et stable. Alors, ça peut être un ex-concubin qui ne partage plus le logement, mais qui entretient encore des liens étroits et stables. Et puis, ça peut être un voisin, ça peut être un ami. Voilà. Alors, pourquoi cette définition aussi large de la famille à l'article 430 du Code civil? Pourquoi? C'est parce que c'est un problème de procédure. Au 1er janvier 2009, on a interdit au juge des tutelles de se saisir d'office. Et donc, il fallait qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse saisir le juge. Donc, on a ouvert très largement la famille. Subsidiairement, c'est le procureur de la République. Et on sait très bien aujourd'hui, d'expérience, plus de 15 ans après, qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'autre chose que les affaires pénales. Alors, depuis le 1er janvier 2016, on a la famille de l'habilitation familiale à côté des curatelles et tutelles. Alors, l'habilitation familiale, c'est une curatelle ou une tutelle simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a que la famille qui puisse l'exercer. Ça ne peut pas être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et là, on va retrouver une définition de la famille qui est beaucoup plus serrée. Il faut un accord de la famille pour être sur cette mesure simplifiée. Il n'y aura pas d'inventaire, il n'y aura pas de compte-rendu de gestion. Et donc, on a une famille qui est limitée aux ascendants, descendants, frères, sœurs et l'autre membre du couple. Ce qui veut dire que les neveux, nièces, oncles, tantes, les alliés ne peuvent pas en faire partie. On l'avait envisagé dans la proposition de loi sur bâtir le bien vieillir. Et puis, le Sénat a dit non et l'Assemblée nationale n'a pas résisté. Alors, vous le voyez, on a une définition de la famille en droit. C'était la première idée que je voulais vous démontrer. En tout cas, qui n'est peut-être pas intuitif pour vous, si vous n'êtes pas juriste, c'est qu'on n'a pas une seule conception de la famille en droit. Et j'aurais pu aller encore plus loin en vous parlant et quid de la famille dans le Code de la santé publique quand on veut donner un de ses organes. Il y a le principe d'anonymat, mais parfois, on va le lever. Alors, à qui, parmi ces membres de sa famille, peut-on en donner un? Alors, pour passer à la protection juridique des majeurs, la famille va jouer un rôle. Merci. La famille va jouer un rôle dans la protection juridique des majeurs. On va dire qu'elle en a 3. D'abord, elle a un rôle de saisir le juge. Alors ça, c'est très important, d'avoir la qualité de requérant. Alors là, c'est pas facile à vivre. Qui va prendre cette responsabilité d'écrire au juge au nom de toute la famille? On peut avoir, moi ça m'est arrivé, d'avoir cette tentation de faire signer tous les autres membres de la famille, de créer les co-requérants. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas ça dans le Code civil. On n'a pas la qualité de co-requérant. On peut être co-tuteur, co-curateur, co-mandataire à la protection des majeurs, co-personne habilitée, mais il n'y a pas la qualité de co-requérant. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même pas facile que de devoir être celui qui porte la responsabilité de la requête.
Ensuite, il y a évidemment la mission de protection. Alors, ce qui est vraiment bien depuis la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, c'est qu'on peut choisir plusieurs protecteurs. Donc, quand vous avez une famille, des co-curateurs, des co-tuteurs, des co-personnalités, ça, c'est vraiment bien. Pourquoi c'est vraiment bien? Pensons aux jeunes handicapés de naissance. Avant le 1er janvier 2009, quand ils avaient leur père et leur mère qui s'occupaient d'eux, il fallait choisir parmi le père ou la mère lequel des deux allait être tuteur ou curateur, quoi. C'était véritablement pas quelque chose de réfléchi, quoi. Alors on pouvait très bien mettre un subrogé entre les deux, mais bon, non, c'était pas toujours très bien vécu. Alors voilà, on peut se partager en fonction de ses compétences, tu l'as dit. Voilà, la question de la protection de la personne, la question de la protection des biens. On a eu des arrêts de la Cour de cassation. C'est pas parce que vous êtes illettré, que vous ne maîtrisez pas la langue française, que vous ne pouvez pas être compétent pour jouer un rôle dans la protection. Donc dans la protection de la personne, en fait, on s'aperçoit que la famille est souvent beaucoup plus disponible et joue vraiment un rôle. Alors, ce qui reste parfois pas très bien compris, c'est que c'est une expression de la solidarité familiale et qu'à ce titre, c'est gratuit. C'est gratuit d'être un tuteur ou un curateur familial ou une personne habilitée. Alors la question du remboursement des frais, la question parfois de quelques sacrifices pour faire face à une mission exceptionnelle, comme par exemple faire face à un surendettement ou par exemple essayer de vendre une maison, on la vide avant, on refait des travaux. Donc vous avez toutes ces questions d'indemnités exceptionnelles, et ces indemnités exceptionnelles, quand on en veut, quand on en a besoin, parce qu'on a pu faire un sacrifice financier par rapport à sa propre carrière, il va falloir demander une autorisation au juge des tutelles. Alors quand la famille est défaillante, en tout cas nous dit l'article 450 du Code civil, quand ça ne peut pas être la famille qui exerce la mesure, alors c'est là qu'on va rentrer dans le corps des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Tu peux mettre la dernière. Alors je ne sais pas s'il y a des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans la salle. Je me suis dit, voilà, cache un petit peu, cher ami. On va retrouver des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Alors, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, c'est discuté en ce moment. C'est discuté en ce moment puisque la profession est assez récente, elle a 15 ans. On l'a resserré autour de 3 modes d'exercice et on se demande si c'est toujours très clairvoyant d'avoir 3 modes d'exercice. J'entendais Jean-Marie Plazy à Nice il y a 15 jours qui s'interrogeait et je trouvais que c'était intéressant de s'interroger sur la diversité des modes d'exercice. Quand on n'est pas baigné par la protection juridique des majeurs, on se dit qu'il doit y avoir des spécialisations en fonction des gros patrimoines, en fonction de certaines maladies mentales. Mais dans la loi, rien de tout cela. Rien de tout cela, c'est-à-dire que le juge va choisir librement à quel type de mandataire judiciaire à la protection des majeurs il fait appel. Vous avez en clair 12 000 professionnels qui exercent ce métier aujourd'hui, qui exerce 500 000 mesures à peu près sur le million de mesures en cours. Certains sont salariés dans une association tutélaire qu'on appelle plutôt un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Voilà, là nous sommes dans le Finistère, il y a l'UDA 29, il y a l'ATP. Et puis, vous allez trouver parfois dans des établissements publics des préposés. Et puis, il y a aussi quelques individuels. Voilà, alors je vous ai donné les chiffres. Voilà, c'était ceux que m'avaient donné les affaires sociales. 347 services, tiens, il manque un S, ça fait mal aux yeux. 2234 individuels et puis 613 préposés. Alors, je laisse peut-être des questions sur la protection juridique des majeurs dans le débat. Pour conclure, 2 éléments. Premier élément, qu'est-ce qui justifie qu'on ait un professionnel quand on est un MJPM alors qu'en réalité, on va exercer la même mission que la famille? Ça, c'est une question que je me pose souvent, et c'est une question que je pose souvent à mes étudiants mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est un professionnel, alors qu'en réalité, ce que l'on va faire, la famille aurait pu le faire, et peut-être même que la famille aurait pu mieux le faire, avec plus de temps. Alors le professionnel va sans doute le faire d'une autre manière et il y aura sans doute de la distance et plus de compétences et du contrôle et sans doute plus de probité. Très bien. Qu'est-ce qui fait que c'est un professionnel, le MJPM?
là, il faut communiquer là-dessus, parce que je trouve que c'est un métier qui n'est pas assez connu. Ce qui fait la professionnalisation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est pas qu'il exerce un mandat judiciaire de protection des majeurs, c'est qu'il en exerce beaucoup. En tout cas, il en exerce plusieurs. Et donc, il va être libre d'apprécier en professionnel l'urgence dans l'exercice de ces démarches. Et c'est cela qui n'est pas souvent bien comprise par les familles, puisque depuis la loi du 23 mars 2019, parce que les greffiers en chef n'aiment pas contrôler les comptes de gestion, on nomme des subrogés tuteurs ou subrogés curateurs parmi les familles. Et donc les familles et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne travaillent pas sur la même temporalité. Et deuxième élément de la conclusion, c'est là véritablement, je trouve que la loi ne nous dit pas cette chose, c'est que plutôt que de choisir entre un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et une famille, je trouve que là où on progresse mieux dans l'exercice de la mesure, c'est quand on combine leurs compétences. Voilà. Et je trouve que là où certains juges des tutelles dans certains petits départements, avec les services d'information aux tuteurs et curateurs familiaux, quand vous avez des MJPM qui sont au soutien des familles, je trouve que ça fonctionne mieux. En clair, il faut réinventer des partenariats, il faut construire des partenariats et ne pas opposer les familles aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Alors, j'ai dit que j'allais gérer le temps et j'ai rien géré du tout parce que j'ai été prise ici et ailleurs. Donc, on a déjà dépassé le temps. Donc, on va se dire que cette séance sert de très grande introduction et au débat qu'on va avoir pendant un jour et demi. Peut-être quand même, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, c'est le moment. Et puis après, on va courir vers les ateliers. Alors, est-ce que je vais prendre un micro parce que donc pendant que vous réfléchissez à votre question, ce que je vous ai pas dit, c'est que mais que vous avez vu, c'est que on a quelqu'un qui prend des bouts de film, on enregistre aussi les échanges pour aussi garder trace de ce qui se passe et puis aussi pouvoir rendre plus accessible ou autrement accessible les interventions et nos échanges. Et donc, ce sera en partie mis à disposition à l'issue sur Internet. Voilà. Et donc, si vous êtes farouchement opposé à ce qu'on prenne votre image, vous avez tout à fait le droit, on est là-dedans, et ben n'hésitez pas à venir nous le dire et on fera en sorte de ne pas capter et diffuser votre image. Voilà. Alors, Hélène, vous donne le micro si... Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Sur les questions urgentes, quoi. Merci. Est-ce qu'on peut avoir 2 habilitations au sein d'une même famille? Alors, qu'est-ce que vous appelez 2 habilitations? C'est-à-dire 2 mesures différentes ou une cohabilitation familiale? Parce qu'une cohabilitation familiale, c'est tout à fait possible. Hein. C'est-à-dire 2 personnes habilitées par une même mesure. Ça, c'est possible. Oui, donc une habilitation pour, admettons, une personne au sein d'une famille et puis plus tard, une habilitation pour une autre personne de la même famille. Donc 2 habilitations. 2 mesures au sein d'une même famille pour 2 personnes protégées distinctes. C'est ça. Voilà, oui, et oui, évidemment. Évidemment. Qui est plus oui, simple. c'est parce que en fait, ce qui vous fait hésiter, c'est est-ce qu'on peut être en fait tuteur familial ou curateur familial ou personne habilitée de 2 majeurs. En fait, c'est cela. Voilà. Oui, 2, oui, on peut avoir 2 ou 3 enfants, si j'ose dire. Donc, on peut avoir 2 ou 3 personnes, mais c'est quand même assez rare. Et puis je trouve que c'est quand même assez lourd, quoi. Voilà. Non, en revanche, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut cumuler une habilitation générale sur une habilitation familiale spéciale? Ça, c'est une question un peu plus technique, mais c'est une question possible. Voilà. Parce que vous n'avez pas les mêmes ressorts dans l'habilitation familiale que dans la tutelle et la curatelle. Vous n'avez pas de subrogé et vous n'avez pas d'ad hoc. Donc, quand vous êtes en opposition d'intérêt sur une succession, par exemple, vous devez signer pour vous et pour la personne protégée, bon, voilà, il va y avoir une opposition d'intérêt, donc ça peut être un peu problématique. Donc, parfois, on peut ouvrir, à côté de l'habilitation générale, une habilitation familiale spéciale. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix, et c'est la seule mesure qui est compatible avec la générale, c'est de faire une habilitation familiale spéciale. Mais là, ça, les juges ne connaissent pas tous. Hein, on leur apprend
en formation. Est-ce qu'il y a une autre question qui vous brûle les lèvres? Bien technique comme celle-ci. C'est pas tout à fait une question, mais c'est le terme de fraternité qui nous a mis l'eau à la bouche dans le titre. Et puis, on a vu que les frères et sœurs n'avaient finalement pas les mêmes obligations, mais je crois que tu l'entends pas simplement d'un point de vue strictement familial. Est-ce que 2 mots sur la perspective que tu as sur ce terme de fraternité? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est un terme qu'on utilise trop, que je trouve qu'on utilise trop peu, nous privatistes. Voilà, ça a été repris par un professeur de droit public. Voilà, alors c'est vrai que la fraternité en droit public, ça peut justifier beaucoup de choses. Voilà. Et je trouve que la fraternité et l'égalité sont quand même des limites à la liberté. Voilà, on a cette trilogie, liberté, égalité, fraternité. Donc je trouve que la fraternité, véritablement, doit être pensée. Elle doit être repensée dans toute notre législation. À chaque fois qu'on repense une législation, comme par exemple celle sur la prise en charge des personnes très âgées ou l'anticipation du vieillissement, je pense que les questions de fraternité devraient être un peu plus mises en jeu, même au niveau, tu vois, des titres de la loi. On envisage l'anticipation, on n'envisage pas assez la fraternité. Voilà. Ensuite, quand on descend dans la technique avec la solidarité familiale, je trouve qu'on appauvrit un peu les choses. Et je trouve que voilà, passer sous l'angle de la fraternité, quand on en avait discuté ensemble, je t'avais dit que la fraternité est si forte dans notre culture juridique qu'elle justifierait, je pense, qu'il n'y ait pas en France, comme il y a au Japon ou en Angleterre, un ministère de la solitude. Parce qu'en ce moment, on commence à s'habituer qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude. Et il y a des ministères de la solitude au Japon, il y en a aussi, je l'ai dit, en Angleterre. Et je pense qu'en France, ce n'est pas possible parce que notre impératif de fraternité justifie un certain nombre de réseaux sociaux, de travail social qui se fait en convergence et en réseau. Et parler de solitude, eh bien, ça voudrait dire qu'il y a un échec, clairement. Il y a un échec. Et donc, comme à chaque fois dans la protection juridique des majeurs, quand la personne est seule, l'État réagit par fraternité. C'est l'article 415 alinéa 4 qui nous dit quand même que la protection des majeurs est un devoir de la collectivité territoriale. Et j'ai trouvé que cette formule, un devoir de la collectivité publique, n'a pas de sens. Pourquoi ne pas dire l'État ? Pourquoi ne pas dire les collectivités territoriales ? Dire la collectivité publique, ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas dire que c'est imposé par la fraternité et par toutes les personnes publiques, quoi. Voilà, je trouve qu'ici, c'est pas vraiment assumé. On est dans le non-dit, en fait, quand on parle de fraternité. C'est-à-dire qu'en fait, par adhésion, on va rentrer dans l'exercice de tel métier. On dit souvent qu'on a le service public chevillé au corps. Mais on n'arrive pas à le formuler par cet impératif catégorique de fraternité sociale. Et je trouve qu'il faut savoir y repenser. Voilà, c'est pour ça que merci d'avoir pris ce mot au vol, parce que dans les prochaines semaines, entre les prochains mois, c'est un vrai thème de recherche. Je ne sais pas si on a... Allez, une très courte question, dernière question. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour rebondir sur le précédent exposé et puis sur tout ce qui a été dit, notamment sur cette question de la négociation. Alors, vous l'avez appelé sous contrainte. Moi, je pense que c'est très important qu'on parle de cette négociation entre professionnels, parents et personnes en situation de handicap. En l'occurrence, j'aime pas beaucoup ce mot personnes concernées parce qu'il y a tellement de choses qu'on dit dans personnes concernées que ça me paraît être un terme qui est abusif. Mais derrière cette notion de négociation, ça, je crois vraiment c'est important que je fais écho à votre formation, mais je crois qu'il faut la développer encore plus parce qu'elle se joue à 3 en fait, à 3 parties, je peux dire. Oui, alors merci. Effectivement, on voit bien. Enfin, elle est à la fois, cette négociation, elle est un peu sur toutes les lèvres. On va coopérer, on va se coordonner, on va se concerter, on va s'informer. Et quand on regarde en pratique ce qui se joue, on voit bien qu'il y a du désaccordage, du désajustement entre la personne concernée parfois et ses proches et des professionnels, et que la triade, qui est aussi multi-composite,
a du mal à trouver de nouveaux ajustements. Mais à l'heure où le terme continue à être utilisé, à l'heure où on est dans des plateformes, où on va vers des services à la carte, etc., on voit bien que si on ne poursuit pas l'horizon de la négociation, alors on est dans des ordres sociaux contraints. C'est-à-dire qu'on va être contraint en fonction de la limitation de ses ressources. Et effectivement, il y a des enjeux sur les tensions entre les disponibilités aussi des services médicaux, sociaux, du droit au logement, des équipements possibles, etc., et la possibilité d'y négocier quelque chose. Sachant que la négociation, c'est bien un accord sur les règles, c'est-à-dire on ne me cache pas que si j'accepte tel ou tel protocole aujourd'hui, ça empêchera demain tel ou tel autre thérapeutique, tel ou tel autre lieu de vie, et que je vais avoir besoin, je ne sais pas moi, de l'intervention d'un soignant tant d'heures par jour ou dans tel moment de mon parcours de vie. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que la négociation, c'est un horizon, mais c'est plus qu'un horizon, c'est aussi une volonté affichée par le politique de démocratie sanitaire, voire même de démocratie en santé. Donc on ne peut pas ne pas entendre la place des personnes, des professionnels, etc. Et je pense que ça fait partie des débats qui seront dans le noyau dur de ce qu'on va discuter là, aujourd'hui, tout de suite et demain. Je vous propose qu'on poursuive dans les ateliers. On arrête là. Et donc, du coup, on enchaîne direct. Donc, ceux et celles qui veulent aller en atelier 2A sur la voix des personnes et des parents en collectif, vous allez en C112. Vous prenez là tout de suite à droite et vous allez y arriver. Et puis, voilà, sinon, j'invite à la table les personnes qui vont Donc, moi, je vais échanger. Ouais. Parce que j'ai mon micro. Oui, vas-y.